Ravi de... Salut Mourad. Je passais pas loin et... Ouais. Il y a un quart de CRS, je sais pas pourquoi, mais enfin bon, bref. Parce qu'ils savent que tu vas commencer à... Ouais. Tu sais... Quel va être le sujet de la chronique, Mourad, là? Si tu peux nous mettre un petit peu en haleine, là. Oh, ça va être très court, c'est vraiment sur le pouce comme ça, c'est une histoire de drogue. Mais juste avant, si vous me permettez, parce que à mon sens, c'est très important de rappeler lorsque... C'est très important lorsque vous rappelez des, entre guillemets, personnalités politiques, d'évoquer... que tous ces gens-là, en majorité, sont poursuivis sur le plan judiciaire. Vous avez cité Aurore Berger. Elle est quand même... Il y a eu une information judiciaire qui a été ouverte contre elle pour faux témoignage. Donc, il faut savoir que... Ça parle plus proche de ton micro. C'est Mourad. C'est des gens qui sont majoritairement cooptés. Voilà, donc ils ne sont pas là par hasard. C'est une fille qui est quand même, en termes de bêtises... très avancée. Donc il y a une commission d'enquête. Elle avait menti parce qu'elle était en lien avec les lobbies des crèches privées. Ah oui, il y a eu l'affaire des crèches. Ouais. Et donc elle a quand même menti. Elle a commis un parjure à l'Assemblée nationale, puisqu'il y avait l'Assemblée elle-même qui avait fait un signalement. Il y a un livre qui est sorti par Victor Castanet qui a permis justement à ce qu'elle soit aujourd'hui traduit dans la Cour de justice de la République, parce que c'est là où vont en tant que ministre délégué, c'est là où ils vont pas au tribunal comme nous tous, entre guillemets. Et puis je rappelle quand même que c'est quand même une championne en termes de menteuse, puisque elle a fait très très fort, ce qui a rarement été fait dans l'histoire de la Ve République. Elle a déposé plainte pour le vol privé qu'elle a eu avec la personne avec qui elle a assuré sous serment n'avoir jamais été en contact. Mais c'est fort ça. Alors là, c'est vraiment une championne. Ouais. La directrice des crèches, là, privée. Oui, mais elle dit qu'elle porte plainte parce qu'on a volé sa correspondance avec la personne qui dit avec qui elle n'a jamais été en contact. Alors là, je vous laisse auto-cramé, quoi. Elle s'est auto-vendue, voilà. quoi. Donc c'est pour vous dire, parce qu'on donne quand même pas mal de crédit parfois des gens de ce niveau-là, et moi ça m'inquiète. Pareil, tout à l'heure j'ai entendu des noms, comme s'il fallait leur donner un blanc-seing pour qu'ils reconnaissent la qualité du travail de Nexus. Moi je le dis franchement, j'ai eu affaire à certains d'entre eux. C'est plutôt des cotons-tiges. C'est pas des gens qui ont un grand courage en termes de combat. Je préfère à la rigueur citer même des gens, parfois ça peut choquer, mais Juvin Brunet. Et je me porte solidaire au moins du combat qu'il a commis, oui. Même d'un Papacito qui a lui pris la défense d'un agriculteur localement et s'est rendu compte très vite que les droits tardés israélisés, que mes amis juifs appellent les Shabbat Goy, l'ont très vite abandonné lorsqu'il n'était plus question de taper sur les Arabes, et comme dit Macron, si bien les bougnoules et les crouilles. Donc il y a quand même une réalité où... moi, il y a quand même des gens dont je sais aujourd'hui qu'ils ont été plus ou moins en lien avec la Macronie, dont un, en l'occurrence, qui a été cité tout à l'heure, dont une de ces sociétés a été rachetée en partie par un patron proche de Macron. Donc, il faut vraiment, vraiment, aujourd'hui, donner du poids aux poètes révoltés, c'est-à-dire ceux qui mettent en action leurs propos et leurs actes. C'est pas parce qu'ils ont une communauté qui les suit, c'est comme dans Forrest Gump, un jour elle finira par plus le suivre. Bon, ça c'est un point important. Juste un point avant d'attaquer la drogue. Dans ce qu'a dit Raphaël, j'apporte un complément, puisqu'il y a une question très importante qui se pose. Israël vient de menacer officiellement la France. Donc, depuis longtemps, ça. Non, la France. C'est-à-dire que Netanyahou a fait un communiqué en disant que la réponse sera sévère si on reconnaît du fait de la reconnaissance. Or, ce qui n'est pas dit, c'est la suite de ce qui se dit en coulisses. Netanyahou compte, et je t'ai envoyé volontairement le lien sur Wikipédia, prendre le contrôle, et là ce serait extrêmement grave, des domaines français en Terre Sainte. Il faut savoir que les domaines français en Terre Sainte... Tiens, je partage mon écran. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, domaine national français en Terre Sainte. Voilà. Le domaine national français en Terre Sainte est un domaine français. Il faut savoir que les Ottomans... situé à Jérusalem. Bref, parfait. Il faut savoir que depuis 400 ans, c'est sous l'administration française, via le consulat général à Jérusalem, où on a vu comment ont été maltraités des gendarmes français
à l'endroit d'agents israéliens. Sur territoire français, ouais. Sur territoire français. Donc les Ottomans avaient cédé ces domaines qui regroupent des domaines de Sainte-Anne, en l'occurrence, des églises, même s'il y a le tombeau des rois qui serait plutôt rattaché à la communauté juive, mais pour le monastère d'Abou Sara, tout ça, c'est chrétien. Et c'est très fort sur la symbolique chrétienne, puisque auraient vécu les parents de la Vierge Marie aux alentours. C'est pour vous dire tout le symbole. Et c'était les Ottomans qui avaient cédé à la France il y a 400 ans pour accueillir les pèlerins à Jérusalem en 1536. Même ça, ils veulent le faire sauter sur le plan symbolique. Donc c'est quand même un point qu'il faut rapporter. Parce que c'est quand même relativement grave. Alors la question que je pose publiquement, c'est qu'est-ce que fera Emmanuel Macron? Alors maintenant j'ai attaqué mon sujet. Juste un point, c'est que je pars aux États-Unis ces prochains jours, puisque j'ai été choisi par une ONG dans le cadre des Nations Unies pour rédiger une partie d'une charte de la paix. Donc voilà, je fais au mieux, c'est en tant que président de l'Alliance pour la France, et ça va me permettre de rendre personnalité américaine, avec qui je suis en contact depuis longtemps, puisque on m'a fait savoir qu'Emmanuel Macron, effectivement, riait de tout ce qui se passait actuellement, puisqu'il prépare sa 3e candidature. Il prépare sa 3e candidature. Il faut qu'il arrête celle-là avant la fin. Bravo. Et c'est le scénario qu'il va employer, puisque en plus il y a un schéma financier qui est en train de se faire, puisqu'aux États-Unis, mais ça sera l'objet d'une autre chronique, aux États-Unis, le dollar est actuellement attaqué par le gouvernement Trump. C'est ce que tu m'as dit, j'ai pas compris comment et pourquoi. Mais parce que l'oligarchie se rend compte que tôt ou tard, de toute façon, ça va, le dollar, ça va s'étioler. Et ce qui est très intéressant, c'est que Trump a mis la moitié de sa fortune dans le Bitcoin. Et donc, ils sont en train eux-mêmes d'attaquer le dollar sur leur propre sol. Et c'est pour ça qu'il a nommé quelqu'un de nouveau à la Fed. Le seul qui en a parlé... Là, récemment ? Tout récemment. Le seul que j'ai entendu parler dans les réseaux sociaux, c'était Charles Gave, quand même, qui est quand même quelqu'un d'assez érudit sur la question, qui a parlé de trou noir après la baisse de la note française. Effectivement, aujourd'hui, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, parce qu'il y a une crise aux États-Unis du fait que les taux d'intérêt vont baisser, plus la déflation chinoise. Qu'est-ce qui va se passer en Europe ? Il va y avoir une inflation. Il y aura du chômage de masse, puis aussi il y aura beaucoup moins de consommateurs. Déjà aux États-Unis, comme on dit aux États-Unis, quand Wall Street s'enrhume, l'Europe, je veux dire, s'étouffe en l'occurrence, et puis tout le monde va attraper froid. Et ça va être très intéressant, parce que c'est un des plans de la Macronie, qui est la destruction, là pour le coup, ça va se mettre en place, de la classe moyenne française, puisque la classe populaire est morte après les Gilets jaunes. Et là, on va voir comment tout ça va s'enclencher. Donc ça se joue à un autre niveau, c'est autre chose que les débats factices que j'entends de ci, de là, sur les réseaux sociaux, avec ces pseudo-stars qui ne mènent aucun combat et qui... il faudrait avoir leur blanc-seing pour savoir si on est apte ou pas à pouvoir communiquer. Je dis très poliment à tous ces gens-là que je les emmerde au plus haut point, et que je suis prêt à débattre. Un petit peu Francis Lalanne. Je suis prêt à débattre. Je suis prêt à débattre face à eux. Qu'est-ce qu'il a fait, Francis ? Il sera. Je vais pas parler de lui en l'occurrence. Mais on rigole, merde. Mais cela étant, ce qui est très intéressant, c'est que et il y a un deuxième élément clé qui va advenir, c'est que il faut savoir, mais ça j'en aurai plus d'éléments. Il y a beaucoup de choses que je peux pas dire publiquement, parce que tant que j'ai pas la masse en termes d'adhésion, ça me fragilise, faut dire ce qui est. Mais je peux vous assurer que l'affaire Epstein, en réalité, fait bien plus peur aux autorités françaises qu'aux autorités américaines, car pour les quelques noms déjà que j'ai pu avoir, franchement, c'est très inquiétant de savoir qu'une grande partie de notre classe politique, dont certains aujourd'hui, un grand nombre d'élus, qui va me permettre de faire la transition, sont mouillés dans l'affaire Epstein, puisque Ehud Barak a dû remettre l'entièreté du rapport qu'il a recueilli via sa société, qui était à l'intérieur de laquelle il y avait majoritairement des anciens du Mossad, aux services américains et à d'autres services étrangers en l'occurrence, ce qui, en tout cas, personnellement, m'a permis d'avoir quelques noms. C'est assez troublant, puisque, en l'occurrence, il y en a un qui est candidat à la présidentielle. Donc, tous ces mecs-là dont je parle, là, ont été photographiés, filmés. Il y a les audios où ils ont violé des enfants à Paris, au 22 avenue Hoche,
là où résidait avenue Foch, là où résidait Epstein. C'est pour ça qu'il venait souvent en France. Il passait la moitié de son temps en France, et ce qui est très important de savoir aujourd'hui, c'est qu'au niveau mondial, autant la criminalité organisée, et c'est reconnu comme tel en Europe, c'est les Pays-Bas par rapport à la drogue, mais par rapport à la pédocriminalité, aujourd'hui la France est numéro 1. Voilà. Et j'invite quiconque, et c'est peut-être pour ça aussi, tu l'as remarqué, j'ai rendu public la lettre que m'a faite Bruno Retailleau, puisqu'il se désolidarise de fait de Moussa Darmanel Blédard et de Noran Lunes Belda, pour qui une vie ne vaut rien si manifestement on n'est qu'un goy. Et là, je nous rassemble tous. Voilà. Et je le dis publiquement. Et croyez-moi, il ne risquerait pas de porter plainte contre moi, ce minable. Alors, là où je vais faire une transition qui est très importante, c'est qu'il y a eu un fait d'actualité, donc je t'ai envoyé le lien, qui est un proche dit comme ça de Retailleau, qui se serait fait attraper, enfin qui est mort maintenant depuis 24 heures, puisque alors ce qui est très rigolo, c'est la presse locale, et c'est très intéressant comment ça a été traduit. Je t'ai envoyé alors c'est lequel? Le dernier tweet que je t'ai envoyé, j'ai essayé d'être dans l'ordre. D'accord. Avant-dernier, pardon. Alerte info, alors, je partage mon écran. Un élu proche de Bruno Retailleau meurt lors d'une soirée chemsex. Alors c'est très Laurent Caillot. Alors c'est très intéressant, on parle plus de partouze. Hein. Maintenant, Oui, c'est rentré dans le langage commun. Voilà, ça fait beaucoup plus. Et tout le monde fait des chemsex le week-end. Voilà, et puis alors plus, surtout dans la Macronie, ils font ça. Oui, mais alors, ce qui est très intéressant concernant ce monsieur, Laurent Caillot, arrêt respiratoire. Conseiller régional en Vendée. Voilà. Alors quand tu descends, ce qui est bien, c'est quand tu descends, on réalise qu'en réalité, c'est lui qui amène la drogue. D'accord ? Donc de la drogue de synthèse, MDMA et le 3-MMC, c'est lui qui l'amène, la drogue, et c'est lui qui passe via un site de rencontre qui est Grindr. Grindr, je connais pas. Voilà, qui est un réseau de rencontres. Par contre, eux, ils connaissent, n'aie pas peur. Et donc, t'imagines que j'ai lu là pratiquement tous les articles qui sont sortis ces 5 dernières heures, qui est majoritairement des articles de la presse locale, Sud-Ouest, enfin tout ce qu'on veut. Et rien de tout ça. C'était un homme merveilleux. Même sa femme, Sophie, prend la parole pour dire que c'était son âme sœur. Et on apprend même qu'il est grand-père. Alors, je pense, et ça c'est une allusion que je fais, que après l'enterrement, j'imagine le petit dire, mais papy, de quoi il est mort? Et dans ces familles-là, j'imagine la réponse de la grand-mère: il avait le slip au niveau des chevilles et il était chargé comme une mule. Voilà où est papy. Donc, mais c'est comme assez foudroyant de voir que cette presse mainstream, au lieu de s'investir dans la réalité de faits extrêmement graves, c'est un élu de la République, il a de la drogue et il en amène, donc il peut s'en procurer facilement. Troisièmement, à la rigueur, en termes de sexualité, on pourrait dire beaucoup de choses par rapport à ce type de mœurs. Et ça rappelle l'affaire Richard Descoings, à New York, patron de Sciences Po, à New York, représentant de la France, mort en 2012. Le mec, pareil, on a l'impression que c'est très français. Il a des conférences internationales, il y a tous les représentants des plus grandes écoles du monde. Le type va dans sa chambre, passe par une application aux États-Unis, en plus surveillé par les services secrets américains. Ouais, c'est pas mal. Où il fait venir 2 paumés dans sa chambre de luxe d'hôtel, qui vont, alors là, carrément, ils vont se défoncer dans tous les sens du terme. Il va faire une overdose, les mecs vont être terrorisés, vont prendre l'ordi de Descoings, le jeter par la fenêtre, pour pas laisser de traces, patron de Sciences Po, se barre en courant. Et puis, il a fallu, effectivement, crise diplomatique, là, pour le coup, les réseaux diplomatiques se sont activés. J'ai très bien connu ça sous Chirac, hein. Et là, effectivement, les Américains ont étouffé le truc, machin, on n'a pas voulu le faire d'esclandre. Puis il est rentré dans un cercueil en France. Mais ce qui est quand même assez incroyable, c'est le tweet que lui-même écrivait. Regarde la suite. Pierre Palmade, justement. Alors, je vais en parler après, parce que... Le tweet de Bruno. Non, juste avant, je t'ai mis le tweet de Laurent Caillot. Ah, voilà. Alors, c'est très intéressant, son tweet. Voilà ce qu'écrivait Laurent Caillot dès 2016. Merci, Béa Latouche. Voilà, de rappeler notre responsabilité d'élu face à la dangerosité des drogues pour les jeunes. Non, mais enfin... 2016, le tweet. Oui, mais enfin, tu te rends compte, quoi. Je veux dire, la main sur le cœur, je vais lutter contre la drogue, c'est dangereux pour les jeunes. Et quand on voit l'usage qu'il fait de la drogue, enfin, franchement, ça pose question. Alors, effectivement, pour répondre à Pat, il est effectivement mort d'overdose. On parle d'arrêt cardiaque, mais enfin, je veux dire, les mecs se chargent tellement que, en fin de compte, les malaises arrivent. Puis bon, il y avait peut-être un rythme un peu soutenu juste avant.
Ce qui est très intéressant, c'est maintenant ce que dit Bruno Retailleau. Regarde la suite, j'essaie d'être... voilà, Bruno Retailleau. Alors c'est très intéressant. Bruno Retailleau, qu'est-ce qu'il dit? Il dit... Alors je vais mettre le son. Si tu veux, tiens. Allez, ça dure 57 secondes. J'assume aussi de sortir de cette culture récréative, un peu bobo, et j'assume de dire aux consommateurs, s'il y a des trafiquants, c'est parce qu'il y a des consommateurs. S'il y a une offre, c'est parce qu'il y a une demande. Et moi, j'en ai marre de voir ces jeunes. Je me souviens, à Marseille, un gamin de 15 ans, lardé de 50 coups de couteau, achevé par le feu. Ils l'ont brûlé vif. Je me souviens de cet enfant, il en réchappe, mais avec quelles séquelles? À Rennes, 5 ans, 2 balles dans la tête, tirées par, là encore, un mineur de 14 ou 15 ans. J'en ai marre. Donc je dis aux Françaises et aux Français, responsabilisez-vous. Voilà, on ne peut pas disjoindre la consommation de la demande. Que ça plaise ou non, je le dis, et on le montre pour la première fois dans une campagne. Campagne payée par l'argent de la drogue, par la saisie des biens des narcos. Et il rappelle que la drogue, le marché de la drogue est rentré dans le calcul du PIB. Oui, non, mais il s'en garde bien. Bon. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que, maintenant qu'on est dans le cadre, il y a une revue toute récente, alors je me demande où c'est Le Monde diplomatique ou conflit, qui a fait un remarquable travail qui s'appelle, le titre de la revue, qui est paru le mois dernier, c'est La drogue en France, et qu'aujourd'hui on est quasiment, en tout cas on a des narco-départements. On le sait, c'est établi par les services de renseignement, pas seulement la France, c'est des pays étrangers, en Seine-Saint-Denis et aux alentours de Marseille. Ça, c'est établi. Et à l'Élysée aussi. Oui, en l'occurrence, on a un consommateur en la personne d'Emmanuel Macron. C'est pour ça que c'est son conjoint qui gère le pays. Donc la question est la suivante, c'est que comment va ce narcotrafic va être géré? C'est News Europe 1 qui fait le de la liberté d'expression. Et donc je t'invite à écouter cette chère Christine Kelly, évangéliste par ailleurs, elle nous l'a fait savoir depuis peu, pour qui j'avais une certaine forme d'affection, puisqu'à travers son livre, elle relatait qu'elle était victime jeune. Et elle avait admis aussi que à CNews, elle avait la totale liberté d'expression, sauf Covid. Pour les vaccins. Merci. Voilà. Alors, c'est très intéressant, puisque elle reçoit une auditrice, mais ce qui est troublant, c'est qu'en tant que journaliste, et vous en tant que journaliste, vous le savez, puisque rattaché à la charte de Munich, il y a quand même une neutralité qui s'impose et un devoir de vérité par rapport à des faits irréfutables. Bon. Mais là, elle va acquiescer les propos de cette dame, voilà, parce que là, on ouvre le robinet du fait divers. Passe la vidéo. Je vais vous dire une chose. Je trouve que ça participe de ce que Zemmour appelait le suicide français. C'est inadmissible. On est absolument... nous subissons en France un djihad par plusieurs branches. Le narco-djihad, tel que l'a écrit Pierre Martinet récemment dans un article de journal, par l'alimentation, par l'habillement, et maintenant par la démocratie. Moi, je ne veux plus de ces gens-là. C'est pas possible. Nous, on a envie de retrouver la France qu'on aime tant, avec Éric Tegner, avec Christine Kelly, avec Gabriel Cluzel, avec Maître Collard. Vous entendez ma colère? J'entends votre colère, ma chère Camilla, et votre colère avec une fine analyse lorsque vous dites le narco-djihadisme, l'alimentation, l'habillement, la démocratie. Merci pour votre appel. À Christine Kelly, puisque on a invité, alors moi il a fallu quand même que je découvre cette terminologie, le narco-djihad. Alors il savait plus comment faire. Hein. Je pense que c'est balèze. Ah oui, non, mais c'est tellement balèze. Alors j'ai envoyé cette missive et ce missile qui va bientôt sortir de la bouche de Pascal Praud et de concerts, j'imagine, et des Shabbat Goy, à plusieurs personnalités musulmanes qui étudient l'eschatologie islamique pour savoir ce que réellement tout ça révèle. Et effectivement, il faut savoir que le narco-djihad, c'est lorsque tu prends un rail en direction de la Mecque. C'est la meilleure... c'est complètement inédit. Voilà, alors tu reconnais les musulmans qui prennent de la cam, où effectivement il y a une direction, c'est à l'est. Alors chez le mec, quand il commence à te dire et qu'il tremble où est la Mecque, tu sais qu'il va sortir un rail. Donc le degré de bêtise abyssale quand même de tous ces gens mérite une réponse claire et précise.
Mais pour toi, dans la séquence, c'est la femme qui appelle ou Christine Kelly on sait que ils ouvrent le robinet aux pulsions. Tu sais que même toi, nous, enfin, on a le droit à aucun débat. Je veux dire, moi, Zemmour, je voudrais bien débattre face à lui. Ce serait passionnant. Monsieur Bardella, pareil, Monsieur Bardella, quand même. Quand tu vois le patron de la coordination rurale qui lui tape sur l'épaule, qui dit écoute petit, tu vois, le gars il fait le mouse avec la voix qui porte un peu, et au demeurant que je respecte, même si c'est photographié avec un facho dans un village qui s'assure à ce que tous les gens qui portent un nom en consonance se fassent casser la gueule. Bon, ça vous pouvez chercher sur internet. Ce type tape sur l'épaule du petit Bardella, il dit tu sais, tu portes le poids là de tous les gens qui sont là. Ouais. Sauf que ce qu'il n'a pas compris, c'est que Bardella dîne régulièrement à l'Élysée avec Gabriel Attal. Non, mais avec Thierry Solaire. Gabriel Attal, c'est rien, c'est un mannequin. Bon, Thierry Solaire, 14 mises en examen, conseiller de Macron dans le cadre de la politique interne. Ouais. Ok. Il dîne avec ce type. Et dans le même dîner, il y avait il n'y a pas longtemps M. Lecornu avant qu'il soit ministre. Voilà qui est Jordan Bardella. Et Jordan Bardella, il est jamais en face de quelqu'un qui pèse, qui connaît. Il fait du média mainstream tout le temps, il lit ses fiches. Média training par cœur. Et d'ailleurs, pour des gens qui le connaissent, c'est ce qui m'a été révélé, c'est qu'il passe ses journées, tu vois, à réciter des fiches. Et les gens qu'il a en face, il n'a jamais de contradicteur. Jamais de contradicteur. Et là où je vais vous rapporter un point qui est important sur cette histoire de drogue, parce qu'il faudra quand même qu'on s'arrête. J'ai pris le temps de lire. Tu sais que j'aime ça. C'est un très bon lecteur. J'essaye. Et en tout cas, j'en fais des analyses que j'essaie d'apporter au plus grand nombre. Bon. Tout ce qui est paru récemment, plus des contacts que j'ai réactivés un peu partout, la France connaît exactement, pratiquement, le nombre de gens qui profitent du trafic de la drogue. Au niveau des renseignements, plus les recoupages avec Bercy, on a en France à peu près 250 000 familles qui profitent du trafic de drogue. On est 70 millions. Il y a 250 000 familles. On a les noms. Et sort d'où ce chiffre ? C'est recoupé avec le travail des services. Bon, 250 000. Et puis c'est incontestable parce que vous pouvez demander à n'importe quel, même journaliste qui travaille en proximité avec des policiers aguerris, je ne parle pas des pédoflics du commissariat du 17e, Émilie Salé et sa bande. Bon, je parle de policiers sérieux. Voilà, qui enquêtent, qui font un travail de regroupement avec les services des finances. On a 250 000 familles en France. Tu rajoutes à ça 50 000 familles qui sont connues pour travailler aussi qui fait le relais avec des États comme les Pays-Bas. Et récemment le Portugal, puisque le Portugal est devenu la porte d'entrée pour les trafiquants de cocaïne brésiliens. Ok ? Bon, quand tu travailles sérieusement sur les choses, ce que j'ai fait, d'accord, on a les noms. C'est quoi ce jeu de théâtre de narco-djihad, l'autre qui dit qu'il veut taxer les consommateurs? Ça leur permet de continuer le narratif. Mais on a les noms. C'est-à-dire que demain, on veut arrêter clairement et on met à sec ces 250 000 familles. Et quand je dis 250 000 familles, on a les noms. Et on a 50 000. Il faut savoir que quand même, parce que si on devient un État, un narco-État, on tombe dans autre chose. Donc, on avait fait des vidéos avec Maître Sanviti dans ce sens, tu te rappelles, ici chez Nexus, que je vous invite à revoir d'ailleurs, aux Pays-Bas, qui est au-devenu la plateforme en Europe du crime organisé sur la drogue. Aux Pays-Bas, ils t'attrapent. Ils ont aujourd'hui tellement de moyens qu'ils ont réussi à soudoyer une grande partie des douaniers. Et il y a des poursuites aujourd'hui engagées contre des policiers, même en France, tellement il faut savoir la masse d'argent que ça génère. Parce que le problème de la drogue, un plant de cannabis ou du coca, ça coûte rien. Tu replantes autant que tu veux. C'est pas ça qui est cher. Ce qui est cher, c'est la transformation et le transport. Et en fin de compte, aujourd'hui, c'est toute une logistique. Donc c'est pour ça que les 250 000, c'est facile à les cibler. Leur seul point fort pour l'instant, mais j'ai étudié quand même les méthodologies financières qu'ils emploient, parce que pour l'instant, c'est-à-dire que
la force aujourd'hui qu'il y a, c'est comme les grands patrons en France, tu les fais chier avec un clic d'ordinateur. Le mec, il réside d'ailleurs même aux Pays-Bas, puisque mais aujourd'hui, ils vont en Italie parce qu'il n'y a plus de taxes. Mélanie a diminué les taxes sur les plus-values. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? C'est qu'il y a un système informatique qui est mis en place. Tu ne vas pas me faire croire qu'on n'est pas capable, et il existe déjà des cellules qui permettent de découvrir le transfert d'argent. Alors, en vrai, ce que voudraient les policiers qui travaillent honnêtement, les bons flics, okay, et ceux-là, je les respecte comme les bons magistrats. Je ne parle pas des pédomagistrats à la Bailly ou à la Géraldine Charles. Je dis une chose, c'est que si on leur donne réellement les moyens, c'est 250 000 familles, et surtout au niveau du tracé de l'argent, parce que là, je te parle de mec, j'ai découvert un type, il avait 80 comptes. 80 comptes bancaires, avec des cartes bancaires sur lesquelles était graffé pas forcément son nom, et jusqu'à 1 million d'euros sur son compte. Donc tu comprends que c'est pas qu'en face, ils aient des gens qui sont corrompus, mais ils ont des gens qui sont facilement corruptibles. Quand tu vois le salaire d'un mec qui garde au Havre, l'entrée de la cocaïne en France se fait par le Havre. Et on sait par une compagnie de croisière dont un des proches de la famille de cette compagnie de croisière était à l'Élysée comme secrétaire général, qui est aujourd'hui à la Société Générale. Alexis Colère. CGM. Voilà. Ouais. Donc, ce qui est quand même assez incroyable, et qu'aujourd'hui, on sait que la France régule par le Havre l'argent de la CAM des Balkans. Et donc, on a des rigolos, même dans les réseaux sociaux, hein, les pseudos, on a des pseudos inventeurs d'eau chaude depuis quelques temps là. C'est d'ailleurs assez impressionnant. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut étudier et travailler. Une fois que tu as la connaissance, la source, et que tu arrives à suivre l'argent, tout ce discours, c'est une pièce de théâtre. Et aujourd'hui, on commence à parler de narco-djihad. Ouais. Ça sonne bien. Alors, le narco-djihad, là où il faut savoir une chose, c'est que les djihadistes, et ça, ne l'oubliez jamais. Les djihadistes sont des mercenaires. Ils sont payés par des États pour déstabiliser d'autres États, souverains en général. Donc, et on ne va pas répéter 10 fois la même chose. Hillary Clinton l'a dit en commission sénatoriale aux États-Unis, c'est facile à retrouver, qu'ils avaient financé Daesh via des pays du Golfe à qui ils ont demandé de les payer. Il faut savoir que les blessés de Daesh étaient soignés en Israël, pour ceux qui allaient en Syrie, d'accord ? Et que pour tenir cette masse de garçons, parce qu'il fallait quand même choisir des gens qui étaient, entre guillemets, d'apparence arabe. Ok ? C'est ce qu'on a fait en France, et ce qu'on continue à faire en France, avec l'affaire Mohamed Merah. Bon. Et ceux qui ne sont pas contents au niveau de l'établissement, vous portez plainte contre moi, il n'y a pas de problème, j'ai les dossiers. Donc ce qui est important de savoir, c'est que qu'est-ce qu'ils ont fait pour les tenir et les abrutir ? Je peux te couper 2 secondes. Il y a un bouquin que je recommande, ça s'appelle Jihad Made in USA. Merci. Si tu connais. Ouais, je connais. Voilà. Donc c'est de Mohamed Hassan qui l'a écrit. C'est Michel Collomb qui l'a édité. Tout à fait. Et là, il explique tout ce que tu as dit sur et donc, ceux qui tirent les ficelles. Et ce qui est très important par rapport à ce tirage de ficelles, parce qu'on les a en France et c'est le même scénario, comment on a fait pour les tenir ? On a mis le Captagon. Captagon, alors écoute, la drogue des soi-disant djihadistes, que c'est une drogue de synthèse aussi, petite gélule blanche, enfin bon bref. Alors là où tu vas être mort de rire, c'est qu'un des plus gros chargements de Captagon qui s'apprêtait à partir en Turquie, on sait, porte d'entrée pour ceux qui veulent, à l'époque, déstabiliser la Syrie, le régime d'Assad, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, ça a été découvert en France, par les douanes françaises. Des bacs bleus hauts comme ça, bourrés de drogue, qu'on allait livrer, soi-disant, aux djihadistes, que soi-disant la France combattait sur place. Il faut savoir que François Hollande, pour s'assurer à ce qu'il n'y ait plus de témoins des djihadistes français, parce qu'aujourd'hui il y a toute une polémique, est-ce qu'il faut ramener leurs femmes ou pas, leurs enfants ou pas ? Non, la vraie polémique, le vrai débat, c'est quoi ? C'est que ces gars, quand ils ont quitté le territoire français, ils l'ont fait avec l'accord de la DGSE. Bien sûr. DGSE qui est tenue aujourd'hui, comme l'avait rappelé notre cher et regretté ami, le général de la Ward, par le Mossad. Et moi, je rajouterais à ça que la DGSI est tenue aujourd'hui par le Mossad et que ce qui est à la tête de la DGSI française aujourd'hui a pour volonté, mais vraiment, de faire des Français des Palestiniens.
Ok, et j'assume l'entièreté de mes propos. Il faut savoir que la patronne de la DGSI, ça fait maintenant 2 ans au moment où elle a été nommée. Je l'ai dit sur ce plateau. Elle ne tiendra pas. Elle n'a pas le profil. On nous a vendu, mais regardez, une femme. C'est pas là la vraie question. Dès le départ, elle n'avait pas les compétences. C'était la porte-parole du syndicat des commissaires. Et là, elle vient de craquer. Elle a perdu 10 kilos. Elle est complètement émaciée, les cheveux gris, les yeux exorbités. Elle a demandé à démissionner parce qu'elle s'est rendue compte qu'au sein de la DGSI, il y avait des groupuscules qui détournaient de l'argent pour commettre des assassinats ciblés. Contre qui? Des patriotes. Denessé, Marlex ont été tués avec cet argent-là. Il faut le savoir. Et quand j'ai rapporté le fait que, aujourd'hui, pourquoi la DGSI a mis en place une structure qui s'appelle ALAT, que j'ai dénoncée dès le début. Alors aujourd'hui, certains le reprennent en m'invisibilisant. Moi, la question n'est pas là. C'est qu'au moins le courage d'aller jusqu'au bout du combat si vous le prenez. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la DGSI française a mis en place des structures qui préparent aux attentats de demain. Ok, je n'ai aucun respect, je le dis sur ce plateau, pour le procureur antiterroriste de Paris. Aucun. Je lui ai donné la possibilité de faire tomber un réseau terroriste au sein de la DGSI qui est en lien avec des djihadistes que eux-mêmes ont formés pour aller faire un attentat à la gare Saint-Lazare, qui est la gare la plus fréquentée d'Europe, ainsi que sur le boulevard Haussmann. Pire, c'est que l'ex-compagne qui fait des partous avec eux l'a rapporté, et je l'ai rendu public, dans un procès verbal. Il n'y avait pas une histoire à la préfecture de police où il y avait une attaque au couteau dans un des... Tout à fait. Le principal responsable de la DGSI, qui était un mec extrêmement aguerri, qui était en train de monter un dossier suite à l'affaire Epstein. L'affaire Epstein. Il faut savoir qu'il était en contact, et il faut savoir que les Américains, via la cellule trafic humain du FBI, qui a été bizarrement démantelée par Biden avant de partir, avaient accepté de travailler avec 2 agents français, parce qu'ils estimaient que le gars était aguerri et ils ne voulaient plus avoir affaire au parquet de Paris. Ils ne voulaient plus avoir affaire aux magistrats, puisque les magistrats avaient dit publiquement, M. Rémy Hertz, qui depuis a fait belle carrière, hein, le mégot de cigarette de Notre-Dame, c'est lui, l'affaire chlordécone aux Antilles, c'est lui. Donc voilà, belle carrière, aujourd'hui à la tête de la Cour de cassation, hein, qui a passé un entretien auprès d'Édouard Philippe. Jamais vu dans l'histoire de la Ve République, c'est Édouard Philippe qui a fait passer les entretiens au futur procureur de Paris. Bon, c'est jamais vu. Bon, donc s'il a été choisi, c'est pas par hasard. Eh ben, ce monsieur a dit, lorsqu'il a été évoqué l'affaire Epstein, puisqu'on avait des témoignages de jeunes filles mineures qui avaient été envoyées sur son île via l'association Innocence en danger, il a rapporté, mais il n'y a rien dans ce dossier. Ben voyons. Donc les Américains, quand ils ont vu ça, ils ont dit on va quand même travailler avec quelqu'un qui travaille sur le dossier. Ils ont ouvert un canal, ce qu'on appelle un canal. Oui, merci, je rappelle que je ne suis pas suicidaire. Voilà. Justement, j'ai répondu. Tu n'es pas suicidaire. Et puis pareil, hein. Au lieu de me prendre dans le dos, comme vous avez fait rue de Tocqueville, bande d'enfoirés, ou bien en bas de chez moi, il y a ça quelques temps, vous me prenez de face. Faut monter la chronique. Mourad règle ses comptes. Ah, mais c'est exceptionnel. D'ailleurs, tu remarqueras, je te ferai état que je te ferai savoir que quand même, depuis la lettre de Retailleau, il y en a beaucoup qui ferment leur gueule et qui jappent beaucoup moins, parce que c'est quand même le ministre de l'Intérieur qui reconnaît quand même les faits concernant mon affaire. Alors, faut qu'on clôture vite, parce qu'il y a la chronique de notre cher Farid qui arrive. Ah bon? Oh, j'étais pas au courant. Ce qui s'est passé, c'est que au sein de la préfecture de police de Paris, c'était au 4e étage où il y a toujours du monde, effectivement, il y allait un travail qui avait commencé à être fait où, bizarrement, ils allaient commencer à lancer des auditions. Alors, c'est très important l'ingénierie sociale et comment se font les séquences. Le jour où il y a l'assassinat, c'est la veille de l'annonce d'une grève générale de tous les syndicats de police. Est au pouvoir et à ce poste à ce moment-là Castaner, mais qui était plus empressé d'aller en boîte de nuit pour cocufier sa femme, et Laurent Nunez Belda, qui, bien sûr, qui déteste foncièrement les goy, hein, je suis désolé, cher Lolo, qui fait la chasse à Dieudonné d'ailleurs en ce moment. Incompétent notoire, Laurent Nunez Belda. Maintenant, t'es mis à l'amende par Retailleau, il couvre pas tes merdes. Hein. Bon, ce qui est en train de se passer, c'est que Laurent Nunez Belda et Castaner, bizarrement, la veille d'une des plus grandes grèves de la police nationale, tous syndicats confondus, ce qui est rare. En général, c'est Alliance, ils se chamaillent entre eux. Bon. Il y a un mec qui sort, tu vois, un sourd-muet, mais qui arrive quand même à dire Allahu Akbar. Hein, je veux dire, ça, c'est les miracles divins, on va dire, qui débarque au 4e étage, avec un couteau. Bizarrement, ce jour-là, il n'y a personne au 4e.
et qui trucide. Surtout lui a été visé, surtout ce gars-là a été visé. Donc, tu penses que c'était commandité? Mais largement. Et puis alors, pourquoi c'est commandité? Parce que l'affaire, tout le dossier, depuis, a été mis sous scellé. Ça les arrange bien. Donc, en fin de compte, aujourd'hui, surtout pas que le dossier sorte. D'aujourd'hui, le dossier ne sort pas, ce qui fait qu'en fin de compte, on essaie de grappiller, en tout cas pour ma part, des noms de ceux qui ont participé dans le cadre de l'affaire Epstein. Et là, j'ai un cousin qui est très proche de la Maison-Blanche, qui m'a dit, mais 10 fois, il m'a dit, Morad, l'affaire Epstein, si elle saute, si elle sort, c'est bien plus dangereux pour la classe politique française que pour... parce que toutes les gamines françaises qui ont été offertes, par exemple, les 2 filles de 12 ans... Prépare-nous une petite chronique sur l'affaire Epstein, parce que là... Non, mais moi, le problème, c'est que j'ai quand même t'expliquer une chose. On va devoir enchaîner. Je vais quand même t'expliquer une chose. Il y a des choses que je peux pas dire, il y a des choses que je peux plus dire. Parce que quand j'ai avancé des éléments clés, je pensais naïvement que ceux qui se prétendent et qui nous soi-disant nous supplantent, parce qu'ils auraient des gens qui les suivent auprès de 200 000 personnes. Bon, moi je te rappelle quand même que dans l'affaire des passeports, là, s'ils veulent faire tomber là, une branche de la Macronie, c'est maintenant. Parce que maintenant, on a tout le dossier, c'est officiel. À part toi et Mike Borowski, il n'y a personne. Et j'ai mis tous les noms. C'est comme la première fois dans l'histoire de la Ve République que des passeports sont faits à des enfants de manière illégale à l'insu d'un des détenteurs de l'autorité parentale et qui plus est victime d'usurpation d'identité et des pièces sont disparues. C'est jamais vu dans... Comment ça se fait qu'aucun de ces soi-disant pseudo-dissidents et dont tu as cité des noms tout à l'heure ne se sont pas investis dans cette affaire? Hein? Mes enfants, ils valent... Et par contre, on est venu me cracher dans mon dos et en me crachant dans mon dos, on a craché sur un père qui se battait pour sauver ses enfants et d'autres enfants parce que dans l'affaire des passeports, tu vois l'affaire Epstein, les 2 gamines qui lui sont offertes le jour de son anniversaire via Brunel, à l'insu des parents des 2 gamines, comment elles ont eu les documents administratifs? Comment en Thaïlande, tu peux pas sortir des gosses. En France, on y arrive. Le mec les a torturés, sodomisés toute une nuit. En cadeau d'anniversaire dans son temple dédié à Moloch, elles sont revenues le lendemain en France via un jet privé. Et dans l'affaire Palmade, pourquoi ça les emmerde? Et un petit message à Moussa Darmanin le blédard. Parce que toi, mon gars, je peux te dire une chose, fais pas le malin, toi et Bruno Le Maire, je sais où vous étiez. D'accord? Et c'est pas pour rien qu'elle a été nettoyée de fond en comble, la baraque à Palmade, le soir même. Et maintenant, la maison a été vendue d'ailleurs. Et c'était dans le même réseau? Bien sûr, parce que dans l'affaire Palmade, vous avez des jeunes enfants. Alors, à quel âge on situe l'enfance? En tout cas, pour la majorité d'entre eux, de ce que je sais, ils avaient à peu près 15 ans. D'origine majoritairement marocaine, sans papier, à qui on offrait les papiers via la préfecture de police de Paris, après avoir qu'ils étaient, pendant ces soirées qu'ils appellent chemsex, torturés, sodomisés. Ok? D'accord? Donc, si Gérald Darmanin, le blédard, n'a rien à se reprocher, on se retrouve dans le commissariat du 17e. Tu allais dire, on se retrouve sur un ring de boxe. Non, mais ça, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tient pas 5 secondes. Non, mais c'est des mecs, c'est des cotons-tiges. Mais Morad, le truc, c'est faut qu'on clôture, parce qu'il y a vraiment, faut qu'on enchaîne avec simplement, un dernier mot, une dernière phrase. Il y a les sushis, surtout. Ouais, mais je te remercie, Farid, de m'avoir donné un peu plus d'écoute, parce que moi, ce qui me navre, c'est que je peux pas sortir certaines informations extrêmement lourdes et graves dans la manière où je vois qu'il n'y a aucune stratégie derrière, où tout est mal géré. Je vois qu'est-ce qui m'est arrivé lorsque je sauve, je le dis avec beaucoup de modestie, Natacha Ray et Amandine Roy. Il n'y a pas de poursuite sur la nature, je veux dire, transgenre, parce que je donne le document algérien. Je le donne, le document. Oui. Je le donne gratuitement et au plus de l'université. Et attends, j'en ai un deuxième de document qui fait état effectivement d'une garde à vue, donc qui est beaucoup plus grave, beaucoup plus lourd. Est-ce que ce document a été repris par Candace Owens? Oui. Ah bon? Et le seul qui a eu la gentillesse de le rappeler, ils ont été 2, parce qu'il y avait dans les réseaux sociaux qui commençaient à s'approprier un peu ça. Moi, je l'ai donné parce que moi, je suis pas en quête de pouvoir, je suis en quête de vérité et de justice. Je suis un modeste poète révolté, mais il y a Xavier Poussard, qui est un ami que je salue, a reconnu que je lui avais remis ce document, et quand Jean-Dominique Michel a vu que ça partait un peu en cacahuète, a dit attendez. Celui qui a rapporté tout ça, c'est Morad El Hattab. Et aujourd'hui, le mec et d'autres après lui, dont toi, a rappelé quand même aux gens que celui qui avait affaire, alors lui il dit magistrat, moi je l'appelle les pédomagistrats, aux pédomagistrats en direct, c'est moi, j'ai encore eu affaire à eux cet été,
Tu vois, donc je sais. Donc certains disent ouais, la pédo, je lutte contre la pédo. En l'occurrence, F-Time Society qui ont repris les propos du pédophile Hicham Hamza d'Ipan Hamza. Alors lui, par contre, c'est sur un ring et il n'y aura plus une dent. Mais là où j'insiste, c'est que ils sont partis me poigner dans le dos. C'est quoi ces histoires de table 700? C'est quoi ces histoires de Mossad? C'est quoi ces histoires? Dont d'ailleurs le Aurélien Atlan-Poisson. Et d'ailleurs, je suis pas venu à la soirée du 5 parce que je suis tributaire certes de l'état de santé de mes parents, mais tu as eu la gentillesse de me rappeler que il allait peut-être venir à ta soirée, donc je voulais pas gâcher. Parce que je dis une chose, des conflits, parce que ce gars-là qui m'a accusé d'être un agent algérien, tu vois, je le rappelle. Alors, Zoé Sagan. On organisera un débat. Mais il viendra pas. Il ne viendra pas. Et d'ailleurs, je te dis une chose. C'est de la pipe, cette histoire de Zoé Sagan. C'est de la communication et de la pub. Et moi, je rappelle à Aurélien Atlan-Poisson, ce n'est pas parce que tu es français, juif, que tu as l'immunité. Parce que je te permettrai pas de m'avoir accusé d'être un agent de l'étranger. Pour ça, on est poursuivi au pénal. C'est 7 ans de prison. Ce gars-là, on organisera un débat entre vous. Et c'est pour ça que je suis pas venu aussi à ta soirée, parce que s'il était là, je peux te dire. T'as raté. Non, tu nous as manqué, t'as raté. T'as raté Romain. T'aurais pu voir Romain jouer sur scène. Bon, en tout cas, on proposera. Je suis nature très calme. Je suis nature très calme, mais je vais te dire un truc. Il faut qu'on enchaîne. À un moment, je veux dire une chose. Moi, je ne demande pas à ce qu'on me respecte, mais qu'on respecte au moins mes enfants, parce qu'un jour, ils seront en âge d'aller sur les réseaux, de voir, en fin de compte, les incriminations gratuites et dégueulasses qu'on a faites contre moi, la petite colombe, la Révo, la machin, toute cette bande d'affreux personnages qui n'y connaissent rien à la pédo, rien en combat. Donc, je rappelle quand même aux Français que ceux qui sont en général détenteurs de la vérité, ils font preuve de modestie et ils apportent des éléments clés, chiffrés et irréfutables. Pourquoi on m'attaque pas? Et moi, j'ai une chance énorme, comme à Nexus d'ailleurs. C'est que je suis aimé par le peuple, comme vous l'êtes. Et moi, c'est ce qui compte. Moi, je rencontre plein d'anonymes qui me voient, qui me serrent la pince, qui me disent bravo, machin. Donc, les cloportes et les déchets organiques, fermez-la parce que ça va. Moi, maintenant, j'ai porté plainte. Et je t'invite à revenir la semaine prochaine, la semaine suivante. Tu es le bienvenu. Et je proposerai à Aurélien aussi ce débat, s'il accepte. En tout cas, ce sera intéressant d'avoir la confrontation des points de vue. En tout cas, il viendra pas. La proposition sera lancée. Il viendra pas. D'ailleurs, en fait, petite parenthèse, Aurélien Atlan-Poisson, moi, contrairement à toi, je mangeais pas avec Ludovic Chaker, surnommé soi-disant le ninja, pote à Emmanuel Macron qui était conseiller à l'Élysée. Il peut pas se dire. Toi et Xavier Exelberg, vous avez déjeuné avec ce type. Moi, jamais, d'accord? Mais ils sont pas là pour répondre. Donc mais c'est une réalité. Moi, c'est une réalité objective. Et qui a été rapportée par la presse. Donc, je vais te dire un truc. Moi, si c'est le débat est lancé et j'espère qu'il l'acceptera. En tout cas, il y aura des choses à dire entre vous et j'entends que tu es assez remonté. Mais il faut qu'on enchaîne parce que il faut en tout cas qu'on enchaîne, cher Moran. Il y a beaucoup de messages pour les enfants de Moura, je te le dire. C'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de soutien et qui t'envoient leurs pensées par rapport à tes enfants. Donc, je te remercie et un grand salut fraternel à la juge Sophie Regnault qui m'a appelé Omar 50 fois dans le dernier jugement. Voilà.